on va rentrer un petit peu plus dans de la technique et vous donner un exemple de comment on peut faire pour une mise au point CEM. Alors, ce que ça signifie, ce que j'entends par là, c'est ça va être présenté sous un axe particulier qui est, dans cette présentation-là, quel moyen d'évaluer le rayonnement d'un câble raccordé à un produit de façon simple, sans aller dans un labo CEM. Avec un analyseur de spectre et une pince, on va le voir. Alors, ça, c'est un exemple de préqualification. Ce que j'entends par là, par préqualification, c'est... Bon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est de trouver un moyen simple de voir en gros comment ça va se passer sans avoir recours tout de suite au labo. Donc de faire une... Alors il y en a qui appellent ça du dérisking, une préqualification. Hein. Alors l'idée c'est de pouvoir soit évaluer ce que vaut notre produit avant d'aller dans le labo, soit essayer des solutions. Par exemple, j'ai le choix, mon acheteur me donne le choix entre deux connecteurs. Bah, lequel est le mieux par rapport aux objectifs CEM? Bah, avec un moyen simple, bah, je vais pouvoir comparer les deux. Hein. Donc c'est ça l'objectif. Hein. Souvent en CEM, ce qu'on essaye de montrer aux clients, c'est des moyens simples de faire un état des lieux au niveau de leurs produits avant le labo, de façon à ce qu'arrivé au moment du labo, au moment des essais, on soit quasiment sûr que tout se passe bien et on a déjà le champagne dans la Clio pour le moment où on repart. Alors, ce qu'on va voir ici, ça concerne ce qu'on appelle l'émission rayonnée. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent pourquoi on fait des mesures d'émission rayonnée en CEM? Pourquoi? Est-ce que vous savez? Alors, je vous rassure, même dans les labos, il y en a qui ne savent pas. C'est fou, hein? On subit un truc qui nous ennuie parce qu'il y a un trait là, et ce trait, il ne faut pas que ça dépasse, sinon on ne peut pas vendre le truc, et on ne sait même pas pourquoi. Alors, en fait, le but de l'émission rayonnée et de l'émission conduite, c'est de montrer que le produit ne peut pas perturber un récepteur radio public. L'histoire de la CEM a débuté dans les années 30, quand on s'est rendu compte qu'à côté d'un récepteur, s'il y avait un moteur électrique qui tournait, on ne pouvait plus recevoir la radio. Et du coup, c'est à cette époque-là que le CISPR a été formé, etc. Donc l'objectif des mesures d'émission, c'est de permettre qu'on installe l'équipement plus ou moins près d'un récepteur radio public. Ah tiens, d'où la notion résidentielle industrielle. Il y a différents niveaux, parce qu'on est plus ou moins loin d'un récepteur radio public. D'accord? Et du coup, ces niveaux-là ont été faits pour protéger la radio. Alors je dis ça pour comprendre que si vous dépassez en émission rayonnée, vous ne risquez pas d'aller planter un équipement qui est à côté. Au niveau des ordres de grandeur, ça ne marche pas du tout. Vous pouvez perturber de la radio et c'est tout. Donc voilà l'exemple que je vais utiliser ici. Alors, ah oui, ça ne marche pas les pointeurs laser là-dessus. Donc la mesure se fait en champ libre ou dans une cage. Hein, ça, c'est la vraie mesure dans un labo. Et voilà l'exemple de résultat qu'on obtient avec tout le span de fréquence sur lequel la norme vous impose quelque chose, la limite qu'on vous impose, et puis là, c'est le bruit que génère votre appareil. Il ne faut pas que ça franchisse la limite. C'est tout. Alors, quand on regarde un équipement électronique, encore une fois, avec beaucoup de recul, un équipement électronique, quel qu'il soit, c'est très simple, c'est une boîte avec des cartes et des câbles. Bon, c'est un raccourci, mais n'empêche que ce raccourci, il va nous servir là. Les différents éléments dont je viens de parler, ils n'ont pas tous la même longueur, on va dire. Les pistes, les fils qui sont à l'intérieur de la boîte, ils sont plutôt courts. Les câbles à l'extérieur, plutôt longs, 50 cm jusqu'à 5 mètres à peu près. Donc, tous ces éléments-là vont tous rayonner. On va rayonner par la carte directement, si on est en boîtier plastique, ou au travers des fuites de blindage si on est en boîtier métallique. Et on va rayonner aussi par le fait que les câbles vont être parcourus par des perturbations haute fréquence issues de ce qui se passe sur la carte. C'est un petit peu comme si vous avez un compresseur ou je ne sais pas quelle machine mécanique qui vibre. Ben, si vous raccordez un tuyau rigide sur ce truc-là, ben, la vibration, elle va être transmise sur le tuyau, alors que la source, elle est au niveau du compresseur. Okay ? Donc ici, ce que l'on va regarder, c'est comment on peut évaluer ce rayonnement-là. Le rayonnement qui est ici,
il est issu des courants de mode commun, en gros des parasites, on va dire, haute fréquence qui circulent sur le câble. Donc on va voir que si on mesure ces courants-là, on peut arriver à faire un parallèle avec ce qu'il rayonnerait si on faisait une mesure à l'antenne. Alors, pour éviter le rayonnement des câbles, c'est très simple. Il faut éviter qu'il y ait des courants perturbateurs haute fréquence. On a affaire à des machins qui vont jusqu'à plusieurs gigas, hein, depuis 30 mégas à peu près jusqu'à plusieurs gigas. Donc c'est très très haute fréquence. Donc il faut éviter qu'il y ait des perturbations haute fréquence qui circulent sur les bouts de fil qui sortent de votre produit. Ben, on en a parlé juste avant. Les deux solutions, c'est soit le filtrage. On va mettre des filtres sur le PCB, dans une boîte vissée sur le châssis. Il y a plein de façons de le faire. On va filtrer de sorte que toutes les perturbations qui sont générées à l'intérieur vont se reboucler à l'intérieur du produit et ne plus sortir sur le câble. S'il n'y a plus de vibration, on va dire, sur le câble, eh ben, il ne rayonne plus. Ou alors l'autre solution, c'est un câble blindé, de sorte que tout le bruit reste à l'intérieur du blindage et il n'y a plus rien qui sort. Alors, pour ça, on va mesurer, pour évaluer comment rayonne un câble, entre guillemets, il suffit de mesurer le courant perturbateur qui circule dessus. C'est ce qu'on appelle les courants de mode commun. Par contre, si on veut évaluer le rayonnement de la carte ici, ben là, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de prendre une antenne. Donc là, la préqualification, elle n'est pas facile. Alors, l'idée, c'est ce qui est dessiné ici, avec un vieux dessin qui sort de je ne sais plus quelle norme, que j'avais bien aimé. Vous avez un produit super moderne, là, hein, et vous avez ces câbles. Eh bien, une façon de d'évaluer le rayonnement du câble, c'est de mesurer son courant avec une pince de courant qui passe la haute fréquence, bien évidemment, et un analyseur de spectre ou un récepteur de mesure, un truc qui peut mesurer des phénomènes très très haute fréquence. Ça va être ça l'objectif. Alors, le principe, alors ici je vous donne un exemple de... Ça fait 22 ans que je bosse uniquement avec une pince bricolée maison comme ça. Alors ouais, je fais de la pub pour nos collègues de Wurt, hein. Il se trouve que voilà, je l'ai faite avec ce tore de ferrite là, hein. Vous prenez ce tore de ferrite, vous prenez un câble 50 ohms, un bout de fil, une résistance de 56 ohms. Ça vous donne une pince de courant qui a une bande passante de 1 à 500 mégas à peu près, avec une impédance de transfert de 10 ohms. Ça vous donne le rapport entre le courant qu'il y a dans le fil là et la tension que vous mesurez ici. D'accord? Alors, pour faire ça, moi je fais ça avec des pinces, des serre-joints de bricolage, de la colle chaude. Et vous voyez que le montage, il est juste là-dessous. Et je vous dis, ça fait 22 ans que je ne travaille qu'avec ça. Et je gagne toujours de l'argent en travaillant. Donc ça marche. Non, non, c'est vraiment... Après, vous pouvez tout à fait utiliser une pince chère, hein. Si vous trouvez que c'est plus classe, si vous êtes plus à l'aise avec des trucs qui coûtent cher, allez-y, hein. Mais ça, c'est moins lourd. On peut le balader très facilement sur les câbles. Et surtout, ça va vous coûter rien du tout, hein. Donc, voilà, là aussi, pareil, vous pourrez avoir le schéma si vous voulez, ou alors si vous voulez prendre des photos, vous pourrez tout à l'heure, hein, je remettrai dessus. Et l'idée, c'est de savoir comment on va l'utiliser. Alors, quand je vous dis qu'un câble, ce qu'il fait rayonner, c'est parce qu'il y a des courants qui circulent dessus, il faut imaginer une corde vibrante. Une corde vibrante, elle va être excitée par un truc mécanique qui bouge, et cette corde, si elle vibre, elle va faire du son. Le piano, par exemple. Le piano, ben, il y a le marteau qui va exciter la corde, et elle va vibrer, et ça va faire du son. Donc nous, plutôt que d'aller mesurer l'amplitude sonore, ce qu'on va faire, c'est prendre un petit capteur de vibration et aller regarder de combien vibre la corde. Maintenant, vous aurez probablement remarqué que sur une corde vibrante, sur toute la longueur de la corde, eh ben, ça ne bouge pas de la même manière partout. Il y a des endroits où ça bouge quasiment pas, des endroits où ça bouge beaucoup, puis il y a des nœuds et des ventres. Donc si on veut être sûr de rien rater, notre capteur de vibration, il faut le déplacer. Donc notre pince de courant qui est ici, là, on va la mettre autour du câble en question, on va la déplacer doucement sur quelques mètres, enfin sur la longueur du câble, et on va enregistrer la valeur max à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le mode max hold sur un analyseur de spectre. Et ça va nous donner le pire cas de ce qu'on peut retrouver sur cette, entre guillemets, corde vibrante. Okay ? Alors,
les réglages de l'analyseur de spectre que vous allez utiliser, il faut que ça ressemble un peu à ce qui est utilisé pendant les mesures réelles demandées par la norme. C'est pour ça qu'il faut utiliser une bande d'analyse de 120 kHz ou alors 100 quand l'analyseur ne le propose pas. Et la mesure qu'on va faire, elle va être entre 30 et 300 mégas. Là encore, ça a un lien avec l'histoire de longueur de corde vibrante. La corde, si elle est longue, ça va vibrer dans les graves, piano, dans les notes graves. Et si elle est toute petite, ça va faire des notes aiguës. Et bien c'est exactement pareil sur une carte électronique. Quand vous avez un produit électronique, là, vous avez des cordes qui sont toutes petites, ça va faire des sons aigus, des hautes fréquences. Là, vous avez des cordes qui sont plutôt longues, et ben ça va plutôt résonner dans les basses fréquences, ce que j'appelle haut et bas ici, la limite, c'est aux alentours de 300 mégas. Donc ça veut dire que je sais que le rayonnement de mon produit en dessous de 300 mégas, il vient à 99% de ce qui se passe là. Donc si je mesure ce qui se passe là, j'ai une idée très précise du rayonnement de mon produit en dessous de 300 mégas. Au-delà, ça peut être ça qui rayonne. Bon, ben ça, on ne peut pas le voir avec une pince. Il faut faire la mesure à l'antenne. Mais bon, on fait déjà une partie du boulot, tout ça pour 5 €, quoi. Si Wurt, il vous offre le Thor, déjà, vous gagnez un peu. Ensuite, vous allez prendre une pince, là. Alors, un petit conseil, il y a des ressorts là-dedans. En général, ils sont très durs. Donc, il faut acheter la pince pour cette taille-là et une plus petite, et vous échangez les ressorts. Parce que sinon, vous allez faire de la muscu. Donc, ça, pas cher. Le bout de fil, le bout de coaxial, et ça vous permet d'avoir une idée très précise de ce qui se passe entre 30 et 300 mégas. Alors, l'exemple que je vous donne, parce qu'évidemment, il faut connaître la valeur en fonction du courant qu'on va mesurer sur le câble, la valeur par rapport à la limite qu'on vous demande. Alors là, je vous donne un exemple par rapport à ce qu'on appelle de la classe B, c'est-à-dire les équipements résidentiels. Non, je vois mon collègue qui s'impatiente, mais non, j'ai encore 15 minutes. Je rigole. La classe B, c'est donc environnement résidentiel. On peut avoir des récepteurs radio à côté, donc le bruit qu'on nous demande, il est très très bas. Et ce bruit-là, eh ben, si on le convertit en courant qui circule sur le câble pour qu'on ait le rayonnement max autorisé par la norme, eh ben, ça ne fait pas beaucoup. C'est de l'ordre de 2 microampères. Alors, quand on repasse tout ça dans des unités en microvolts, dB microvolts, avec l'impédance de la pince, avec les 50 ohms de l'analyseur, etc., ça veut dire que, et on va le voir dans un exemple après, il faut mettre une limite à 26 dB microvolts, avec la pince que je vous ai montrée, dans un analyseur avec une entrée 50 ohms. Et si c'est en dessous, vous êtes tranquille. Alors, si vous êtes un peu au-dessus, ce n'est pas forcément la panique. Si vous êtes 10 dB au-dessus, c'est mort. Mais si vous êtes entre la limite et 10 dB au-dessus, ça se tente. D'accord? Alors, on va montrer quelques exemples. Comment on va utiliser ça? Alors, je vais utiliser ce principe-là avec une petite manip très simple qui comprend une boîte métallique, dont je prends j'ai une photo de l'intérieur, avec simplement une horloge qui fait un signal à 24 mégas avec un signal carré. Donc, c'est vraiment le truc de base, une horloge d'un processeur, d'un DSP, d'un microcontrôleur. Alors, 24 mégas, ici, c'est l'oscillateur qui est là. Il va piloter une porte qui a des fronts un peu raides. Et à la sortie de cette porte-là, je prends un bout de fil qui va à la sortie vers un câble. Donc ça, c'est un signal qui est bruyant. Alors, petit rappel de physique, monsieur Fourier, lorsque vous avez un signal périodique à 24 mégas, s'il est parfaitement sinusoïdal, vous n'avez que de l'information à 24 mégas. Si on le déforme, vous faites apparaître des fréquences multiples de 24 mégas, donc du 48, du 72, du 96, etc., jusqu'à une fréquence qui va dépendre de la raideur de votre front. Tout ça pour dire que ça, c'est pas parce que ça fonctionne à 24 mégas que ça fait que du bruit à 24 mégas. Ça va beaucoup plus haut, et on va le voir tout à l'heure avec les exemples. Donc ça fait du bruit, et en particulier ce qui sort sur le BNC. Alors l'objectif ici, ça va être de raccorder un câble BNC à cette embase qui est ici. Donc là, on voit la partie extérieure de la boîte que je vous ai montrée à l'instant. Et je fais une mesure sur le câble qui est raccordé. C'est-à-dire que je vais évaluer ce que rayonnerait ce câble
en mesurant le courant de mode commun qui circule dessus avec la fameuse pince, en l'utilisant de la façon expliquée juste avant, en mettant en max hold et en déplaçant la pince, etc., etc. Alors, vous voyez qu'ici, la photo que je prends de l'écran de l'analyseur de spectre, elle est entre 30 et 300 mégas. On voit aussi la limite que j'ai placée ici pour de la classe B, oups, à 26 dB microvolts. Et là, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé mon premier exemple avec un blindage ouvert à une extrémité. Donc ça, il ne faut pas. Enfin, je dis il ne faut pas, tout dépend ce que vous cherchez, hein. Mais là, si vous voulez faire un peigne pour valider votre cage de Faraday, ça marche très bien. Mais sinon, si vous avez des objectifs CEM à tenir, ça ne marche pas du tout. On voit que là, on a 10 dB par carreau en vertical. On dépasse de 10, 20, 30, 40, 50, presque 60 dB à la fréquence qu'elle a. Je ne sais pas combien c'est, là, en dessous de 200, en dessous de 100 mégas à peu près. Donc, bon, ça vous montre un moyen simple de vérifier une solution. On va voir, on va améliorer après, bien évidemment. Mais là, ça vous montre un moyen simple de savoir si vous êtes complètement à la rue ou s'il y a une chance que ça passe, premièrement. Et deuxièmement, comme je vous le disais en introduction, ça vous donne un moyen de comparer des solutions. Ben, on va comparer cette solution qui ne marche pas du tout avec la solution de la queue de cochon. Alors, une queue de cochon, ça veut dire on raccorde bien des deux côtés, mais avec un bout de fil. Avec un bout de fil, bah oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a un connecteur plastique et je sais quoi, puis ça passera peut-être. Ben, ça passe rien du tout. Le petit bout de fil qui est là, en haute fréquence, c'est comme si c'était ouvert quasiment. Alors oui, ça fait peut-être 10 dB d'écart, mais n'empêche qu'on dépasse toujours de 10, 20, 30, 40 dB. Donc on voit bien qu'une queue de cochon, ça ne permet pas de raccorder un blindage jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Et la dernière solution, ça va être de faire une reprise périphérique du blindage en utilisant le fait que le connecteur ici il est périphérique, donc on va prendre un câble coaxial bien continu sans avoir cette interruption. Et là, est-ce qu'on gagne un peu? À la vache. On a gagné plus de 50 dB. Et on le voit, on peut le prouver, on peut l'expliquer. Ça permet d'expliquer à des gens du projet, tu vois l'importance de la reprise du blindage. Si on prend le connecteur plastique, on va perdre tant de dB, il va falloir filtrer, il va falloir machin, etc. On ne va pas pouvoir tenir les objectifs. Là, on peut le montrer. Et je vous garantis que si vous montrez ces choses-là, vous n'avez plus besoin de justifier par des calculs, des machins. Ça devient très clair. Donc même d'un point de vue pédagogique, dans votre entreprise, ça peut servir. Et là, au moins, vous voyez ça, vous dites, j'arrive au LCIE, tranquille. Et je suis sûr d'y aller qu'une fois. Bon, alors mon collègue, il ne va pas être content. Parce que vous n'y allez qu'une fois. J'ai donc encore 10 minutes. Donc, non, ça vous montre là que vous pouvez, vous êtes sûr que vous êtes bon dans cette plage de fréquence. Ça ne veut pas dire qu'au-delà, vous n'aurez pas des soucis. Mais ce n'est pas le but de cette manip. Le but de cette manip, c'est de voir ce qui se passe en dessous de 300. Alors, juste une remarque, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous aviez des raies qui dépassent de quelques dB ici, ce n'est pas pour autant que c'est fini et qu'il faut tout redesigner. La correspondance qui est là, elle marche très très bien, mais pas au dB près non plus. Parce qu'après, dans une cage de Faraday, ben, y a des résonances, malgré les absorbants, et on n'est pas au dB près, notamment en dessous de 100 mégas, donc on peut avoir quelques petits écarts. Mais je n'ai jamais eu de cas dans lequel on était à 1 ou 2 dB au-dessus et où ça ne passait pas en cage. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'est une façon d'évaluer qui marche extrêmement bien. Et je l'utilise tout le temps. Tout le temps. Et à chaque fois, les clients regardent la pince en disant « Oh, c'est génial, comment on fait ça ?» Alors je ressors le petit schéma et jamais ils font la pince. Du coup, je reviens. Bah, je suis content, hein, ça me fait du boulot, je me balade et tout. Moi, j'aime bien ça. Hein. Alors, dernier point. Avant-dernier point. Ça représente un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans la présentation précédente. Là, j'ai un câble blindé très bien mis en œuvre, qui est bien raccordé à chaque extrémité, sans queue de cochon, etc. Et pourtant, quand je balade ma pince sur ce câble, je mesure plein de bruit. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire pourquoi, d'après vous, vu que c'est écrit. Mais si ce n'était pas écrit, est-ce que vous y auriez pensé? C'est simplement le fait que la boîte soit ouverte qui fait que le rayonnement... Alors évidemment, j'ai un peu fait exprès, hein,
Le fil perturbateur, il n'est pas loin à côté de la sortie, là. Il n'est pas loin près de l'ouverture. Ça rayonne, et ça rayonne par-dessus. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un marteau de piano qui allait passer par-dessus le truc là, et qui allait taper sur la corde. J'ai eu beau l'immobiliser au départ, comme je la ressecoue par l'extérieur, eh ben, elle se met à rayonner. D'où l'importance, encore une fois, de cette méthode-là qui vous permet de repérer des situations pas intuitives comme celle-ci. D'accord? Alors, l'intérêt, le dernier intérêt pour la dernière situation pas intuitive, on en a un petit peu parlé quand même, c'est ça. On prend un câble blindé, bien raccordé, boîte bien fermée, et pourtant ça rayonne encore. Bon, et bien là, c'est l'exemple que je vous avais montré tout à l'heure avec les deux photos du câble HDMI, c'est qu'en fait, il ne faut pas toujours avoir confiance dans comment c'est fait à l'intérieur sur un câble. Un câble blindé, je vous ai parlé des reprises de blindage. Je vous ai dit c'est très important. Oui, mais il n'y a pas que ça. Un blindage de câble, ce qui va déterminer son efficacité, c'est le taux de recouvrement de la tresse. Plus il y a des trous, plus les perturbations, elles sortent par les trous. Bon, alors je sais, au niveau physique, c'est un peu léger, mais n'empêche que c'est vrai. Si le taux de recouvrement n'est pas suffisant, et c'est le cas ici dans cet exemple, parce qu'évidemment quand j'ai vu ça, ben, j'ai démonté, j'ai enlevé l'isolant pour voir comment était fait le câble, ben, le taux de recouvrement est ridicule, ben, pour que ça soit moins cher. Et du coup, le câble est bien repris, bien monté, bien situé par rapport aux ouvertures, mais ce n'est pas encore suffisant. Et bien ça, si vous n'avez pas un moyen de le visualiser de façon simple, et ben, il faut attendre d'être au labo pour vous en rendre compte. Ou alors d'être dans un, ça peut avoir le cas avec, comme je vous ai dit, un connecteur DVI ou HDMI qui est mal raccordé sous le surmoulage. Hein. J'ai eu le cas plein de fois sur des équipements où le client, on voit bien que son produit, avec un écran, on voit bien que son produit rayonne encore. On enlève le câble HDMI, ça ne rayonne plus du tout. On se dit, tiens, normalement c'est blindé. On le remet, ça rayonne plein pot. On en met un autre, ça rayonne plus. Et là, je dis, le câble que vous avez acheté, il n'est pas bon. Oh, bah si, pourtant, il est cher. Oui, mais non. Donc là, soit on charcute, soit on prend la pince de courant et on montre tout de suite on met tout de suite le problème en évidence. Pardon ? Alors ça, c'est compliqué comme question parce que ça dépend de l'objectif. En général, tout ce qui est RG58, enfin les trucs simple 13 standard, ça suffit largement. Pour les objectifs classiques de CEM civil, j'allais dire. Si, ouais, il y a quoi? Il y a les KX15, RG58, tous ces types de câbles. En gros, tant qu'on ne voit pas des trous, c'est pas plus mal. Enfin, ça va. Là où ça devient compliqué, c'est quand vous avez des objectifs plus serrés, où là, il faut des doubles tresses. C'est-à-dire qu'on empile les deux tresses l'une sur l'autre pour boucher les trous de l'un avec l'autre. Là où c'est compliqué, il faut faire attention avec les câbles en feuillard, papier, aluminium. Vous savez, ceux qui ont un côté bleu, un côté vert et l'autre côté qui est argenté. Le côté bleu ou vert, il est isolant. Donc si c'est celui-là que vous raccordez à la masse, bah, ça ne marche pas. Hein. En plus de ça, c'est très 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 fragile, donc vous risquez de les couper. Donc en général, on prend un simple tresse, standard, j'allais dire, et tous les objectifs industriels, civils, etc., ça passe crème, comme dit mon fils. Hein. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et mon collègue Stéphane Ranchon va vous parler du marquage CE. Je vous souhaite une bonne soirée.